Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez en train de mourir, mais que votre corps refusait de l'accepter? Comme si chaque souffle était un acte de rébellion contre le destin que d'autres avaient prévu pour vous? Comme si la vie, aussi fragile soit-elle, insistait pour rester, pour ensuite être témoin d'une trahison inimaginable? Je m'appelle Jeanne Lefebvre, j'ai 72 ans et j'ai découvert de la manière la plus douloureuse que le sang ne garantit pas toujours la fidélité, que les liens familiaux ne sont pas toujours synonymes d'amour véritable. Paris est peut-être la ville lumière, mais il y a des ombres que même ces rues illuminées ne peuvent dissiper. Des ombres qui se cachent dans leur propre maison, dans leur propre cœur. L'hiver approchait à grands pas, apportant avec lui ce froid caractéristique qui pénètre jusqu'aux os des Parisiens plus âgés. C'est justement lors de cette transition entre l'automne et l'hiver que mon corps, déjà affaibli par les années, a succombé à une pneumonie déclenchée par une simple toux. En quelques jours, ce qui ressemblait à un simple rhume s'est transformé en un combat pour la survie. Elle était allongée dans ce lit d'hôpital au 12e étage de l'hôpital Saint-Louis, face au canal Saint-Martin. L'automne parisien peignait les arbres en rouge et or à travers la fenêtre alors que j'avais du mal à respirer avec ces tubes envahissant ma gorge. Le bip constant des machines était mon seul compagnon constant. Pneumonie sévère, compliquée par mon problème cardiaque, qui me posait des problèmes depuis quelques années. Les médecins ne semblaient pas optimistes, leurs expressions sérieuses lorsqu'ils examinaient mes scanners en disaient plus que leurs mots soigneusement choisis. Mais j'ai toujours été une femme têtue, de celles qui n'abandonnent pas facilement, qui ont affronté tant de tempêtes dans la vie que la pneumonie semblait n'être qu'un défi de plus à surmonter. Le temps passé à l'hôpital semblait s'éterniser. Les journées se fondaient les unes dans les autres, marquées uniquement par la routine des infirmières, les visites chez le médecin, les repas fats que j'arrivais à peine à avaler. Mes nuits étaient longues, remplies de rêves fiévreux où je revisitais toute ma vie, les rues de Montmartre où j'ai grandi, le visage de ma mère disparu depuis si longtemps, mon mariage avec Henri dans la petite église de Saint-Germain-des-Prés, la naissance de Sophie après tant de tentatives infructueuses, et puis, les années de solitude où Henri partait avec sa secrétaire, me laissant élever seule notre fille. Les visites étaient peu nombreuses. Les quelques amis qui me restaient de mon expérience d'enseignant à l'université venaient de temps en temps apporter des fleurs et des mots gentils. Ma voisine, Madame Rousseau, venait presque quotidiennement, cet ange de 68 ans qui tenait à s'occuper de mes plantes et de mon appartement pendant mon absence. Ma fille unique, Sophie, arrivait toujours précipitamment, regardant constamment l'heure comme si chaque minute passée avec moi était un sacrifice insupportable. Elle arrivait généralement tard dans l'après-midi, quand le soleil était déjà couché sur la Seine, restait 20 minutes tout au plus et repartait avec un soulagement visible, marmonnant des excuses pour les engagements imparables, le travail accumulé, la vie trépidante d'une responsable marketing. C'est un mercredi après-midi que tout a basculé. Le ciel de Paris était particulièrement beau ce jour-là, avec cette lumière dorée que les peintres tentent toujours de capter. Je regardais les nuages par la fenêtre lorsque j'entendis la voix de Sophie dans le couloir. Ce jour-là, elle a amené son mari, Marcel, un homme d'affaires ambitieux qui ne cachait jamais son désintérêt pour sa vieille belle-mère, comme il m'appelait lorsqu'il pensait que je ne l'écoutais pas. Je l'ai surpris en train d'utiliser ce terme une fois, lors d'un Noël chez moi, alors qu'il parlait au téléphone sur le porche. Depuis, notre relation, déjà distante, est devenue encore plus froide. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, j'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. C'était plus facile ainsi. Une tactique qu'il avait développée ces dernières années, alors que les visites de Sophie devenaient de plus en plus tendues et artificielles. J'évitais les questions mécaniques sur ce que je ressentais, j'évitais le regard impatient de Sophie, sa façon de consulter sa montre toutes les 5 minutes. J'évitais aussi la présence inconfortable de Marcel, son dédain à peine dissimulé pour moi, pour mon ancien appartement, pour mes « idées dépassées », comme il décrivait un jour mon appréciation pour la littérature classique. « Combien de temps encore, docteur ?» La voix de Sophie semblait irritée dans le couloir, où je parlais à mon médecin, pensant qu'elle était hors de mon oreille. Je n'ai pas pu entendre la réponse du docteur Lambert, mais la réplique de Sophie est restée gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. Cela prend trop de temps.
Les appareils prolongent des souffrances inutiles. Pourquoi ne les éteignent-ils pas bientôt? Marcel a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu comprendre complètement, mais j'ai saisi les mots « appartement » et « vente ». Mon appartement dans le 7e arrondissement, où j'ai vécu pendant plus de 4 décennies. L'appartement que Sophie avait toujours convoité, avec sa vue sur le jardin du Luxembourg. J'ai senti une larme solitaire et chaude couler du coin de mon œil, coulant lentement sur la peau ridée de mon visage. Ce n'était pas une larme de tristesse ou d'apitoiement sur soi. C'était une larme de clarté douloureuse, de cette lucidité qui arrive parfois trop tard dans la vie. Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant si longtemps? Comment ai-je pu rater les regards cupides que Sophie jetait sur mes affaires lors de ses rares visites? Comment ai-je pu ignorer les commentaires subtils de Marcel sur le « gaspillage » d'une dame âgée vivant seule dans un appartement aussi spacieux et précieux? La douleur de la trahison ne ressemble à aucune autre. Quand il vient d'inconnus, c'est un coup qui nous fait mal mais qui nous guérit. Lorsqu'elle vient de ceux que l'on aime, de ceux que l'on nourrit et protège, c'est une blessure qui s'installe dans l'âme, une fracture qui ne se referme jamais complètement. Et il n'y a pas de trahison plus profonde que celle d'une fille souhaitant la mort de sa propre mère par intérêt matériel. Je me suis souvenu de tous les sacrifices que j'ai faits pour Sophie au fil des décennies. Les nuits blanches où elle était malade, les 3 emplois que j'ai occupés simultanément pour payer ses études dans une école privée, l'argent économisé année après année pour son université, les vacances que je n'ai jamais prises pour qu'elle puisse avoir tout ce dont elle avait besoin. Comment cette gentille fille, qui m'avait autrefois apporté des fleurs sauvages cueillies dans le parc, pour la meilleure mère du monde, était-elle devenue cette femme calculatrice qui discutait désormais de ma mort et de la vente de mon appartement avec la même froideur qu'elle le ferait pour toute autre transaction commerciale? À ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Peut-être le même esprit indomptable qui m'a fait survivre à la guerre, quand j'étais enfant, caché dans le sous-sol de notre immeuble pendant les bombardements. Peut-être la même détermination qui m'a soutenu quand Henri est parti, me laissant avec une petite fille et un cœur brisé. Ou peut-être la résilience qui m'a permis de bâtir une carrière de professeur d'université à une époque où les femmes se battaient encore pour une place dans le monde universitaire. Quelque chose de profond et de primal a décidé que je ne partirais pas ainsi, dans ces conditions, comme un obstacle enfin écarté du chemin. Je ne donnerai pas cette satisfaction à Sophie. Je ne permettrai pas que mon décès ne soit qu'un soulagement financier, une commodité pour qu'il puisse enfin mettre la main sur mes biens. Si je devais quitter ce monde, ce serait selon mes propres conditions, avec dignité et détermination. Les jours suivants furent une lutte silencieuse et acharnée. Chaque respiration douloureuse, chaque battement irrégulier de mon cœur affaibli devenait un acte délibéré de résistance. Je me suis concentré sur des souvenirs heureux, les étés en Provence chez mes grands-parents, le goût du premier roman que j'ai publié à 45 ans, l'éclair sur le visage de mes élèves lorsqu'ils ont compris une notion difficile. J'ai visualisé mon corps se renforçant, cellule par cellule, expulsant l'infection qui menaçait de m'emporter. Les médecins ont remarqué une amélioration qu'ils ne pouvaient pas entièrement expliquer par la science. Mes examens ont commencé à montrer des signes de guérison, ma respiration est devenue moins laborieuse, ma fièvre a progressivement diminué. Le docteur Lambert, lors de sa visite matinale, m'a tenu la main avec une véritable admiration dans les yeux. « Madame Lefebvre, vous avez une volonté de vivre extraordinaire », commenta-t-il en vérifiant mes signes vitaux. Franchement, quand on t'a admis, j'avais peur du pire. Mais tu prouves que la médecine n'a pas toujours toutes les réponses. Il ne savait pas que mon amélioration n'était pas seulement motivée par le désir naturel de vivre. C'était en fait motivé par un désir farouche d'affronter la trahison, de reprendre le contrôle de mon existence. C'était une rébellion silencieuse contre le rôle de victime impuissante que Sophie et Marcel m'avaient assigné. Et ainsi, ironiquement, un murmure cruel sur l'extinction des appareils a fini par raviver ma flamme vitale au moment où elle menaçait le plus de s'éteindre. Sophie n'aurait pas pu imaginer, alors qu'elle évoquait froidement la fin de ma vie, que ses propres mots serviraient de catalyseur à mon rétablissement. Elle ne le savait pas, mais elle avait éveillé en moi par inadvertance une force que même moi, je ne savais pas que je possédais encore.
Une force qui changerait à jamais le cours de notre relation et l'avenir qu'elle avait si soigneusement planifié. Au fur et à mesure que mon état s'améliorait, j'ai remarqué un changement subtil dans l'attitude de Sophie. Ses visites, autrefois marquées par des regards impatients sur l'horloge, s'accompagnaient désormais d'un malaise croissant. Elle examinait les moniteurs, interrogeait les infirmières sur mon état avec un intérêt renouvelé qui n'était pas réel. Un après-midi, je l'entendis demander à l'infirmière Claudine, sur un ton conspirateur. Mais est-ce une réelle amélioration ou juste temporaire? Les médecins sont-ils sûrs qu'elle se rétablira complètement? La déception à peine dissimulée dans sa voix lorsque Claudine confirma mes progrès remarquables, fut le dernier coup dont j'avais besoin pour solidifier ma détermination. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôpital, j'ai commencé à élaborer mentalement un plan. Un plan qui allait tout changer. Une semaine plus tard, lorsque le docteur Lambert a finalement retiré le dernier des tubes envahissant ma gorge, ma première respiration véritablement libre depuis des semaines n'a pas été celle du soulagement, mais de la détermination. Elle était prête pour une bataille à laquelle Sophie n'aurait jamais imaginé qu'elle serait confrontée. « Madame Lefebvre, dit le médecin avec un doux sourire, vous êtes ce qu'on appelle en médecine un miracle. Peu de patients dans votre état et à votre âge peuvent guérir ainsi. » Ce n'était pas un miracle, docteur, répondis-je, ma voix toujours rauque, les premiers sons que j'émettais depuis des semaines. J'ai réalisé que j'avais encore des choses à terminer dans ce monde. Il hocha la tête, ne comprenant pas la véritable étendue de ce que je disais. Comment pourrais-je? Comment imaginer qu'une femme de 72 ans, apparemment fragile et dépendante, venait de se réveiller avec une détermination capable de bouleverser son petit monde familial? Si vous avez trouvé ce que vous venez d'entendre choquant, préparez-vous. La suite révélera jusqu'où ira une mère lorsqu'elle découvrira que le plus grand danger ne vient pas des étrangers, mais de ceux qui sont censés l'aimer inconditionnellement. Dans le prochain chapitre, vous verrez comment une simple conversation dans un couloir, un murmure qui n'aurait pas dû être entendu, a déclenché une série d'événements qui changeront à jamais le destin de 3 générations. Car lorsque Jeanne Lefebvre quittera enfin l'hôpital, ce ne sera pas comme la vieille femme soumise et manipulable qu'attend Sophie, mais comme une femme transformée, prête à reprendre le contrôle de sa propre vie, et de son héritage. La pneumonie s'est progressivement retirée, comme la marée se retire après une tempête, laissant l'épave derrière et la réorganiser. Grâce à lui, les tubes et les sondes ont été retirés un à un, libérant mon corps de cette prison de plastique et de métal. L'air de Paris, même filtré par les fenêtres de l'hôpital, ne m'a jamais paru aussi doux qu'en ces premiers jours de vraie guérison. Chaque matin apportait de petites victoires, la fièvre qui ne revenait pas, la respiration qui devenait plus ample, les pas hésitants dans les couloirs de l'hôpital soutenus par le bras patient de l'infirmière Claudine. Chaque jour représentait non seulement un triomphe contre la maladie qui a failli m'emporter, mais aussi une petite revanche silencieuse contre les sombres attentes de Sophie. Maman se rétablit miraculeusement, a annoncé le docteur Lambert lors d'une visite matinale, les yeux brillants de ce mélange particulier de surprise scientifique et de joie authentique que seuls les bons médecins peuvent exprimer. Les derniers tests montrent une amélioration significative de la fonction pulmonaire. L'infection est pratiquement sous contrôle. Sophie, assise à côté de mon lit, feuilletant paresseusement un magazine de mode sur papier glacé, n'a levé que brièvement les yeux. J'ai remarqué son petit froncement de sourcils, si subtil que quiconque ne l'avait pas connu depuis sa naissance ne le remarquerait jamais. Ce petit geste en disait long sur sa déception à peine dissimulée. « C'est bien », dit-elle avec une neutralité étudiée, tournant son attention vers les pages luxuriantes montrant les défilés de la Fashion Week de Paris. Son indifférence était plus profonde que n'importe quel mot cruel. Une jeune infirmière entra dans la chambre et apporta mon déjeuner. Sophie en profite pour se lever, s'emparant de son sac Chanel qui m'a coûté plus de 3 mois de ma retraite. « Je dois y aller, maman. J'ai un rendez-vous important avec des clients potentiels. Marcel vous salue. » La même excuse que toujours, les mêmes souvenirs d'un homme qui ne se souvenait probablement même pas de mon existence ce jour-là. « Bien sûr, chérie. Merci d'être passé. » Les mots sortaient automatiquement,
faisant partie du scénario familier que nous avions joué pendant des années, feignant une normalité qui n'existait plus. Après son départ, alors que j'essayais de manger la soupe fade de l'hôpital, mon esprit errait dans le passé comme un bateau à la dérive, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés à ce point de distance émotionnelle. Sophie, ma fille unique, née après 3 fausses couches qui m'ont presque fait abandonner mon rêve de maternité. Comment cette fille aux grands yeux curieux, qui me tenait si fort la main en traversant les rues de Paris, s'était-elle transformée en cette femme froide et calculatrice ? Je me souviens de sa naissance dans le rude hiver parisien de 1977. La Seine était partiellement gelée, un phénomène rare que les journaux rapportaient comme un présage. Pour moi, c'était tout simplement le cadre idéal pour que mon miracle personnel se produise. En ce matin glacial de janvier, lorsque j'ai finalement tenu Sophie dans mes bras après 19 heures de travail, j'ai ressenti une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. Son petit visage rouge, ses petits doigts agrippant le mien à ce moment-là, j'ai su que je vivrais et mourrais pour cet enfant. Son père, Henri, ne s'est même pas présenté à l'hôpital, il était trop occupé avec sa maîtresse, comme je l'ai découvert des années plus tard. Lorsqu'il est finalement arrivé, près de 24 heures après l'accouchement, il a apporté des fleurs coûteuses et des excuses médiocres concernant une réunion d'affaires qu'il ne pouvait pas reporter. Moi, épuisé mais radieux avec ma fille dans les bras, j'ai accepté ces mensonges avec cette naïveté typique de quelqu'un qui n'a pas encore appris que l'amour n'est parfois qu'une façade d'égoïsme. J'ai élevé Sophie seule, après qu'Henri ait finalement abandonné toute prétention familiale alors qu'elle n'avait que 5 ans. Il est parti un dimanche matin alors que nous préparions des crêpes ensemble dans la cuisine. Ton papa a dû partir travailler, expliquai-je à la petite Sophie qui s'étalait les doigts de confiture de fraises. J'ai presque cru au mensonge moi-même, jusqu'à ce que je trouve la lettre froide dans mon tiroir à chaussettes, expliquant que j'avais besoin de liberté, et que je paierais ma pension régulièrement, une promesse que, bien entendu, je n'ai jamais pleinement tenue. J'ai exercé une double fonction de professeur de littérature au prestigieux lycée Henri IV le jour et de traductrice la nuit, plongée dans les manuscrits pendant que Sophie dormait dans la chambre voisine. J'ai économisé chaque franc, chaque euro plus tard, pour lui assurer la meilleure éducation, les meilleures opportunités, tout ce que je n'ai pas eu en grandissant dans le modeste appartement de mes parents dans le 18e arrondissement. Il faut mieux manger, Madame Lefebvre, dit l'infirmière Nathalie, interrompant mes souvenirs lorsqu'elle réalisa que je remuais la soupe avec la cuillère, sans la manger. Votre rétablissement dépend d'une bonne alimentation. Votre fille a apporté des vêtements propres et a dit qu'elle reviendrait demain. J'ai hoché la tête, même si je savais que Sophie ne reviendrait probablement pas avant 3 ou 4 jours au plus tôt. Elle disait toujours qu'elle reviendrait demain, une promesse aussi vide de sens que celle que son père lui faisait. Ses visites étaient devenues plus rares et plus courtes depuis qu'elle avait épousé Marcel, il y a 5 ans. Marcel ne prenait alors même pas la peine de dissimuler son désintérêt, il se présentait au maximum une fois par semaine, vérifiant toujours ses messages sur son téléphone portable pendant que Sophie discutait avec moi de futilités, évitant soigneusement tout sujet de fond. C'est au cours d'une de ces visites précipitées, alors que j'en étais déjà au 4e jour de récupération consciente, que j'ai commencé à remarquer les petits détails que mon esprit avait refusé d'enregistrer auparavant. Comme un archéologue creusant soigneusement des couches de terre pour révéler des artefacts enfouis, j'ai commencé à découvrir des modèles de comportement qui avaient toujours été là, mais que mon cœur maternel avait choisi d'ignorer. J'ai remarqué avec quelle insistance Sophie m'interrogeait sur mes biens, déguisant sa cupidité sous une fausse inquiétude. Ce service en porcelaine de Limoges qui appartenait à grand-mère, où est-il conservé, maman ? Juste pour que je sache, au cas où nous aurions besoin de, tu sais, organiser les choses un jour. Ou, la broche en saphir que papa t'a offerte avant de partir, l'as-tu toujours dans le coffre-fort de la banque ou est-elle à la maison ? Des questions en apparence innocentes, mais remplies d'un intérêt loin d'être filial. J'ai remarqué sa manière de me proposer à plusieurs reprises de simplifier ma vie en vendant mon appartement et en emménageant dans une maison de retraite confortable en périphérie parisienne. Comme si les 140 mètres carrés où j'ai vécu toute ma vie d'adulte, où chaque recoin recelait de précieux souvenirs, n'étaient qu'un bien immobilier à liquider.
Ce serait mieux pour toi, maman, dit-elle de cette voix artificiellement douce qu'elle réservait lorsqu'elle voulait me manipuler. J'aurais de la compagnie, une assistance médicale constante. Je n'aurais pas à me soucier de l'entretien de l'appartement, ni à prendre les escaliers lorsque l'ascenseur tombe en panne. Ce qu'elle voulait vraiment dire, j'ai finalement compris avec une clarté cristalline, c'était, ce serait mieux pour elle. Plus pratique. Sans une mère âgée à soigner ou à visiter, avec l'argent de la vente de l'appartement dans un quartier en pleine gentrification, et ma petite fortune accumulée au fil de décennies de travail acharné et d'épargne disciplinée. L'appartement, elle le considérait déjà comme le sien, même si je respirais encore. Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant si longtemps? La question résonnait dans mon esprit alors que je regardais le plafond de l'hôpital pendant de longues nuits d'insomnie. Peut-être était-ce l'amour inconditionnel que nous portons à nos enfants, ce sentiment irrationnel qui nous fait ignorer leurs défauts et magnifie leurs vertus. Ou peut-être était-ce simplement la peur de la solitude, la peur d'admettre que la seule famille qui me restait ne se souciait plus vraiment de moi. À mesure que ma santé physique se renforçait, ma détermination augmentait également. Les séances de physiothérapie, d'abord épuisantes et douloureuses, sont devenues des moments de détermination presque farouches. Chaque pas hésitant dans le couloir de l'hôpital, chaque respiration profonde que mes poumons nouvellement rétablis parvenaient à prendre était de petites victoires non seulement contre la pneumonie, mais contre le rôle de victime impuissante que Sophie m'avait assigné dans ses plans. Le jour où je suis sortie de l'hôpital, 3 semaines après avoir entendu cette conversation fatidique dans le couloir, a été vraiment révélateur à plusieurs égards. Sophie est apparue avec Marcel, tous deux visiblement contrariés de devoir venir me chercher, même s'ils ont essayé de le cacher avec des sourires tendus et des questions mécaniques sur ce que je ressentais. Nous avons apporté des dépliants, a déclaré Sophie tandis que Marcel poussait mon fauteuil roulant dans le couloir de l'hôpital, une exigence du protocole pour les patients sortants, même si j'étais déjà capable de marcher sur de courtes distances à l'aide d'une canne. Elle a placé une petite pile de papier coloré sur mes genoux, comme si elle me livrait un cadeau spécialement choisi. Ce sont des résidences pour personnes âgées. Très agréables, avec des activités récréatives, des jardins, une assistance médicale permanente et tout. J'ai parcouru brièvement les brochures sur papier glacé, avec leurs photos de personnes âgées souriantes jouant aux cartes ou pratiquant le tai chi dans des jardins parfaitement entretenus. Des résidences aux noms comme Soleil d'automne et Les jardins paisibles, des euphémismes poétiques pour ce qui étaient essentiellement des salles d'attente de la mort, aussi luxueuses soient-elles. Saint-Cloud a une vue magnifique sur la Seine, poursuit Sophie en désignant une des brochures. Et Neuilly est proche d'un joli parc. Ce sont des quartiers calmes, parfaits pour, enfin, votre âge. J'ai pris les dépliants colorés et j'ai souri silencieusement, en les plaçant dans le sac que l'infirmière avait préparé avec mes affaires personnelles. Je vais jeter un œil calme à la maison, répondis-je avec une sérénité qui semblait les déconcerter. Ils s'attendaient à de la résistance, peut-être même à des larmes et non à cette acceptation sereine. À propos de ça, hésita Sophie, échangeant un regard complice avec Marcel alors que nous atteignions l'ascenseur. Un regard que je connaissais bien, le même qu'ils échangèrent lorsque, enfant, elle préparait des bêtises avec ses cousins. Nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que vous restiez avec nous pendant quelques semaines. L'appartement est fermé depuis plus d'1 mois et a besoin d'un bon nettoyage avant votre retour. De plus, le médecin a recommandé une surveillance constante pendant les premiers jours après votre sortie. Un mensonge, évidemment. Le docteur Lambert avait suggéré des visites régulières d'une infirmière, mais à aucun moment il n'a parlé de me déplacer temporairement. Et quant à l'appartement, ma voisine et amie de longue date, Madame Rousseau, s'en occupait en mon absence, arrosant mes plantes, ouvrant les fenêtres pour faire circuler l'air, récupérant le courrier. Sophie le savait, je le lui avais dit moi-même lors d'une de ces brèves visites. Ce qu'ils voulaient vraiment, je me suis rendu compte, c'était m'avoir sous leur toit, loin de mon environnement familier, peut-être pour commencer à réorganiser mes affaires, pour me convaincre plus facilement des avantages de vendre l'appartement, pour me sentir fragile et dépendant. Je suis sûr que Madame Rousseau a tout gardé en ordre, comme toujours,
répondis-je calmement alors que nous entrions dans l'ascenseur. Et je préférerais rentrer chez moi, si ça ne te dérange pas. J'ai besoin de mes affaires, de mes livres, de mon piano. Tu sais à quel point je suis attachée à ma routine. J'ai vu le visage de Sophie se durcir, une expression que je connaissais bien de son adolescence rebelle, lorsque j'interdisais les fêtes à la maison ou fixais des heures de retour. Ce subtil durcissement de sa mâchoire, ce léger plissement des yeux qu'elle avait hérité d'Henri, signe d'un profond mécontentement qu'elle essayait, sans grand succès, de dissimuler. « Maman, sois raisonnable », insista-t-elle alors que l'ascenseur commençait à descendre. « Vous venez de sortir d'une grave hospitalisation. Vous étiez sur le point de... » Elle interrompit la phrase, réalisant peut-être qu'elle s'apprêtait à évoquer la mort qu'elle avait tant désirée quelques jours auparavant. Elle a besoin de soins constants. Marcel et moi avons réorganisé nos horaires pour pouvoir l'accompagner. Nous avons préparé la chambre d'amis. Nous avons même acheté ce thé à la camomille que vous aimez. La mention du thé à un si petit détail intime m'a presque fait tressaillir. Pendant un bref instant, je me suis demandé si j'étais injuste, si j'avais mal interprété ses intentions. Mais ensuite, je me suis clairement rappelé les mots prononcés dans le couloir de l'hôpital. Pourquoi ne raccroche-t-il pas déjà? Il n'y avait aucune place à un malentendu dans cette phrase. Et je le ferai, répondis-je avec une fermeté qui sembla les surprendre. J'ai déjà engagé une infirmière qui viendra quotidiennement. Madame Rousseau m'a proposé de dormir dans la chambre d'amis pendant quelques semaines. J'ai déjà parlé au docteur Lambert et il a approuvé l'arrangement, à condition que je suive strictement ses recommandations. Tout est arrangé. Le mensonge sur l'embauche d'une infirmière s'échappa de mes lèvres avec une facilité surprenante. En fait, je n'avais pris aucune disposition, mais à ce moment-là, j'ai compris que j'avais besoin de gagner du temps et de l'espace. Il est temps de me renforcer, d'avoir de l'espace pour planifier mes prochaines étapes. Sophie et Marcel échangèrent des regards irrités, plus transparents désormais dans leur frustration. Je n'avais jamais été aussi affirmée en vieillissant. J'ai toujours cédé aux souhaits de Sophie, j'ai toujours essayé de compenser l'absence de son père, j'ai toujours essayé de ne pas être un fardeau. J'ai toujours été la mère compréhensive, la belle-mère discrète, la femme âgée qui ne me dérange pas. Mais maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, je donnais la priorité à mes propres besoins, à ma propre sécurité. Si c'est vraiment ce que tu veux. Commença Marcel, son ton montrant clairement qu'il considérait ma décision comme un caprice irrationnel d'une vieille femme têtue. C'est exactement ce que je veux, ai-je déclaré en le regardant droit dans les yeux, ce que je faisais rarement. J'apprécie votre inquiétude, mais je préfère la familiarité de ma propre maison pour récupérer complètement. Le reste du trajet jusqu'au parking s'est déroulé dans un silence tendu, interrompu seulement par le bruit des roues du fauteuil sur le sol de l'hôpital et les salutations occasionnelles des infirmières qui m'avaient soigné pendant mon hospitalisation. Lorsque nous sommes finalement arrivés devant la brillante BMW de Marcel, j'ai remarqué qu'il avait soigneusement placé une couverture sur le siège en cuir avant de m'aider à monter à l'intérieur, plus préoccupé par son revêtement importé que par mon confort. Les 20 minutes de trajet de l'hôpital Saint-Louis à mon appartement de la rue Guinemer ont été marquées par les tentatives maladroites de Sophie de bavarder, commentant le temps inhabituellement doux de novembre, la nouvelle boulangerie qui avait ouvert ses portes près du jardin du Luxembourg, une exposition au centre Pompidou que tu aimerais peut-être visiter quand tu seras plus forte, maman. J'ai répondu par des monosyllabes polis, mes pensées déjà occupées par les décisions que je devrais prendre, par les changements que j'allais mettre en œuvre dans ma vie. À chaque carrefour, à chaque feu tricolore, je me sentais plus déterminée, plus sûre du chemin que je choisirais désormais. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans mon appartement de la rue Guinemer, un immeuble haussmannien à la façade de pierre pâle et au balcon en fer forgé, j'ai ressenti une vague de soulagement si intense qu'elle en était presque vertigineuse. Là était mon sanctuaire, ma véritable maison. Non pas une résidence pour personnes âgées, à Saint-Cloud, ni la chambre d'amis aseptisée de l'appartement de Sophie et Marcel dans le 16e arrondissement, mais le lieu où chaque objet, chaque recoin, chaque marque sur le mur racontait un chapitre de mon histoire. Sophie et Marcel me laissèrent installer dans le salon,
après une brève inspection de l'appartement qui, comme je l'avais prédit, était impeccable grâce aux soins de Madame Rousseau. Marcel portait mon petit sac d'hôpital jusqu'à la chambre, tandis que Sophie vérifiait rapidement le réfrigérateur et le garde-manger, faisant des commentaires sur l'organisation de quelques courses, une gentillesse momentanée qui ne cadrait pas avec son nouveau désir de me voir quitter ce monde. « Es-tu sûr que tu iras bien tout seul jusqu'à l'arrivée de l'infirmière ?» demanda Sophie, attrapant déjà son sac à main et ses clés de voiture, précisant que la question n'était qu'une simple formalité. « Absolument, » répondis-je avec un sourire calme. « Madame Rousseau va arriver dans 1 heure. Et j'ai besoin de repos maintenant. Le voyage m'a fatigué. » Ils sont partis rapidement, invoquant des engagements incontournables, un rendez-vous client pour Sophie, une conférence téléphonique pour Marcel. Les excuses habituelles, aussi prévisibles que peu sincères. Vague promet de m'appeler plus tard pour me rendre visite le week-end, pour apporter certaines choses dont je pourrais avoir besoin. Dès que la porte se referma derrière eux, le silence familier de mon appartement m'enveloppa comme une étreinte ancienne. Les bruits lointains du jardin du Luxembourg, le tintement occasionnel des radiateurs, le doux craquement du parquet, la musique d'une vraie maison. Madame Rousseau sortit de la cuisine avec un sourire chaleureux et une tasse de thé au tilleul avec une cuillerée de miel, comme je l'aimais. « Bienvenue, Jeanne. Tu nous as manqué par ici, » dit-elle, ses yeux bleus patinés brillant d'une véritable affection. À 68 ans, Émilie Rousseau était non seulement ma voisine, mais une véritable amie, une de celles qui sont devenues rares dans ma vie au fur et à mesure que les années passaient et que les contemporains partaient. « Merci de t'occuper de tout, Émilie, » répondis-je en acceptant la tasse de thé avec reconnaissance. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est absurde. C'est ce que font les amis. » Elle s'est assise à côté de moi sur le vieux canapé qui avait appartenu à ma mère. Votre fille et son mari semblaient pressés de partir. Ils m'ont à peine salué. J'ai souri sans répondre, en sirotant le thé parfumé. Émilie était trop perspicace pour ne pas remarquer la tension entre nous, mais trop délicate pour demander directement. Au lieu de cela, il a commencé à me parler des petites nouvelles de l'immeuble, du nouveau bébé du couple au 3e étage, de la rénovation enfin terminée dans l'appartement au-dessus du mien. Et c'est à ce moment-là, assise dans mon fauteuil préféré donnant sur le jardin, avec le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les rideaux de dentelle et une véritable amie à mes côtés, que j'ai pris une décision. Si Sophie voulait me couper de la vie, je ferais quelque chose de similaire, mais selon mes propres conditions. Cette même nuit, après le retour d'Émilie à son appartement du bas, pas avant de préparer un bouillon nutritif et de m'être assuré d'avoir pris tous les médicaments prescrits par le docteur Lambert, j'ai passé 2 appels importants. La première était de s'adresser à une agence de soins infirmiers, pour que le mensonge qu'il avait raconté à Sophie devienne réalité. La seconde, à un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années, mais dont la discrétion et la compétence étaient sans faille, Louis Mercier, l'avocat qui s'occupait de mes affaires depuis avant la naissance de Sophie. La convalescence serait longue, je le savais, mais maintenant j'avais le temps. L'ironie ne m'a pas échappé, la même fille qui avait souhaité ma mort prématurée m'avait, par ses paroles cruelles, donné un nouveau but à vivre. Un objectif clair et défini qui m'a donné une force que je ne savais plus posséder. Mon rétablissement a été progressif mais régulier. Chaque jour, je sentais mes forces revenir. J'ai commencé par de courtes promenades dans l'appartement, m'appuyant sur une canne. Ensuite, je me suis aventuré dans le jardin du bâtiment, où le parfum des roses d'automne m'a rappelé que la vie, même si elle est fragile, persiste. Sophie m'appelait de temps en temps, toujours pressée, me demandant toujours comment je m'en sortais. Marcel, même pas ça. 6 semaines après mon retour de l'hôpital, ils ne m'ont rendu visite que 2 fois, toutes 2 brièvement. Lors de la 2e visite, j'ai remarqué que Sophie examinait discrètement les objets présents dans la pièce, comme si elle faisait un inventaire mental. Cette commode Louis XV doit valoir une petite fortune, commenta-t-elle en passant ses doigts sur le bois ciré. Oui, répondis-je sereinement. C'était un cadeau de votre grand-mère. C'est dans la famille depuis des générations. C'est dommage de rester ici à ramasser la poussière,
dit Sophie d'une voix faussement désinvolte. Ça serait magnifique dans notre salle à manger, tu ne trouves pas? Ça va mieux avec notre décoration que ce vieil appartement. J'ai souri sans répondre. Ce meuble n'entrerait jamais dans sa maison, j'en avais déjà décidé. Ainsi que bien d'autres choses. Lorsqu'ils sont partis, j'ai appelé Louis Mercier, l'avocat qui s'occupait de mes affaires depuis des décennies. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Le bureau de Monsieur Mercier était près de la place des Vosges, un endroit que j'ai toujours aimé. J'y marchais lentement, respirant l'air frais de Paris, observant les touristes, les Parisiens pressés, les enfants qui couraient. La vie que j'ai failli perdre. Madame Lefebvre, Monsieur Mercier se leva pour me recevoir, son visage exprimant une véritable joie de me voir. Quel plaisir de vous voir rétabli. J'ai appris votre hospitalisation et j'étais très inquiet. Merci, Louis. Comme tu peux le voir, je suis plus dur que je n'en ai l'air. Il m'a offert une chaise confortable et du café. Au cours de l'heure suivante, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, se contentant de prendre des notes de temps en temps. « Es-tu sûre de ça, Jeanne ?» m'a-t-il demandé quand j'ai fini, en utilisant mon prénom comme il le faisait lorsque nous étions seuls. C'est une décision assez définitive. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, Louis. J'ai entendu ma propre fille souhaiter ma mort. Pas par douleur ou par compassion, mais par cupidité. Cela change une personne. Il hocha gravement la tête. Je comprends. Je vais préparer tous les documents. Il nous faudra quelques semaines pour tout finaliser correctement. J'ai tout le temps du monde en ce moment, répondis-je avec un sourire calme. La mort devra attendre. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a pris un nouveau rythme. Le matin, j'ai fait des exercices légers recommandés par le kiné. Ensuite, partez pour de petites promenades dans le quartier et redécouvrez la joie d'un chocolat chaud accompagné d'un croissant au café voisin. Je suis retourné au musée d'Orsay, mon préféré, où j'ai passé des heures à contempler les impressionnistes. Sophie appelait rarement. Lorsqu'il le faisait, il s'agissait de conversations brèves et superficielles. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma santé, mes activités, mes sentiments. Je n'étais qu'un rendez-vous dans son emploi du temps chargé, un problème à gérer. C'est à cette époque que j'ai renoué avec une vieille amie, Élise Dubois, veuve comme moi, installée à Lyon depuis des années et récemment revenue à Paris pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants. Ils sont ma joie, a-t-elle dit en me montrant des photos des enfants. Tous les dimanches, nous déjeunons ensemble. Ma fille insiste pour que j'emménage avec eux, mais je préfère garder mon espace. L'amour a besoin d'un peu de distance pour respirer, tu ne trouves pas? J'ai hoché la tête, ressentant un pincement d'envie face à la relation affectueuse qu'Élise entretenait avec sa famille. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir vécu ce genre d'amour avec Sophie? Ou est-ce que je me suis trompée? Se pourrait-il que l'absence d'Henri, qui nous a abandonnés alors qu'elle n'avait que 5 ans, ait laissé des traces si profondes? Par un après-midi pluvieux de novembre, j'ai reçu un appel de Monsieur Mercier. Les documents étaient prêts. J'ai programmé une visite à son bureau pour le lendemain. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre les lumières de Paris scintillant sous la pluie, j'ai ressenti une étrange paix. La décision que j'ai prise n'était pas motivée par la vengeance, même si beaucoup pourraient l'interpréter de cette façon. C'était un acte final d'autodétermination, de refus de laisser ma vie et ma mort être contrôlées par la froide ambition de ma fille. Le lendemain, j'ai signé tous les documents nécessaires. Mon testament a été refait. Mon appartement, mes économies, mes bijoux et mes antiquités, tout ce que Sophie attendait avec impatience allait prendre une tournure complètement différente. C'est fait, dit Monsieur Mercier en plaçant les papiers dans une serviette en cuir marron discrètement gravée des initiales du bureau. Les documents seront officiellement enregistrés plus tard cette semaine. Dois-je informer votre fille de ces changements? Non, répondis-je en ajustant les gants en cuir souple que j'avais enfilés pour l'occasion. Pas encore. Il y a encore une chose que je dois faire en premier.
J'ai quitté le bureau avec un but précis, comme fermer un livre après avoir lu le dernier chapitre. Le ciel parisien était particulièrement bleu cet après-midi-là, comme si la ville elle-même approuvait ma décision. J'ai décidé de me promener un peu dans le Marais avant de rentrer chez moi, m'accordant le plaisir d'admirer les élégantes devantures de magasins et les bâtiments historiques qui m'ont toujours enchanté. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, je me suis senti étrangement léger, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Les murs familiers de mon appartement semblaient dégager une énergie différente. C'était le même endroit où j'avais vécu pendant des décennies, mais il m'appartenait désormais véritablement, non pas comme un atout en attente, mais comme un espace d'autodétermination. Je m'asseyais au piano et jouais quelques notes de Chopin imparfaitement, car je n'ai jamais été un pianiste doué, mais avec émotion. La musique remplissait l'appartement, remplaçant le silence qui avait été mon seul compagnon depuis si longtemps. Après avoir joué pendant près d'1 heure, j'ai pris une décision impulsive. J'ai appelé Sophie pour l'inviter à dîner le week-end. À ma grande surprise, elle a facilement accepté, sans ses excuses ni hésitations habituelles. « Puis-je emmener Marcel ?» demanda-t-elle, avec cette intonation qui suggérait qu'il s'agissait plus d'une déclaration que d'une question. « Bien sûr, chérie, répondis-je avec un calme qui la fit hésiter un instant. En fait, j'insiste pour qu'il vienne. J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous deux. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Sophie essayait probablement de déchiffrer mon ton, d'évaluer ce que pouvait signifier ce « quelque chose d'important ». Peut-être espérais-je enfin céder à ses suggestions concernant la vente de l'appartement ou l'emménagement dans une résidence pour personnes âgées. « C'est bon, maman, répondit-elle finalement. Est-ce que dimanche à 19 h, ça va ? Parfait. J'attendrai. Le dîner aurait lieu dimanche. Ne me faisant plus confiance pour préparer un repas élaboré, j'ai engagé un traiteur réputé pour préparer un repas élégant, le cassoulet, l'un des plats préférés de Sophie depuis son enfance, lorsque je le préparais lors des froides nuits d'hiver, suivi d'une tarte tatin maison. J'ai soigneusement choisi le vin, un Bordeaux d'un bon millésime que j'avais réservé pour une occasion particulière. Dans les jours précédant le dîner, je me suis consacré à préparer chaque détail. J'ai sorti du placard ma plus belle porcelaine, celle qui avait appartenu à ma mère et que nous n'utilisions que pour les fêtes importantes. Le polissage des couverts en argent était un travail minutieux, presque méditatif. J'ai mis la table avec un soin que je n'avais pas apporté à un repas depuis des années, avec la nappe en lin brodé, les cristaux délicats, les bougies stratégiquement placées. Ce n'était pas seulement le dîner. C'était un rituel de fin et de recommencement. Une déclaration silencieuse que, même à 72 ans, il était encore capable de surprendre. Quel ne serait pas seulement un nom dans un testament, un héritage attendu avec impatience, mais une femme avec sa propre volonté et sa dignité intacte. En plaçant les fleurs fraîches des lys blancs, mes préférées au centre de la table, je me demandais comment Sophie réagirait. Il y aurait des larmes, des récriminations, peut-être même une tentative tardive de réconciliation. Marcel, je le savais, réagirait avec une colère à peine dissimulée. Il n'a jamais été doué pour cacher ses émotions, surtout les négatives. Dimanche matin, je me suis réveillée avec une sérénité surprenante. Il n'y avait aucune anxiété, juste une détermination calme. J'ai passé la matinée à lire un roman de Marguerite Duras que j'avais mis de côté pendant ma maladie. L'après-midi, j'ai pris une longue douche, je me suis discrètement parfumée avec Chanel numéro 5, j'ai porté une robe simple mais élégante d'un bleu profond et je me suis préparée à accueillir ma fille et son mari. À 19 h précises, Sophie était toujours ponctuelle, qualité dont elle a hérité de moi, la sonnette retentit. Dimanche est arrivé avec un ciel dégagé, inhabituel pour un mois de novembre à Paris. Je me suis habillée avec soin, choisissant une robe bleu marine qui, selon Henri, mettait toujours en valeur mes yeux. J'ai mis le collier de perles que mes parents m'avaient offert le jour de mon mariage, il y a plusieurs décennies. Si c'était un dîner d'adieu, je le ferais avec dignité. Sophie et Marcel sont arrivés ponctuellement à 19 h. Elle portait un bouquet de lys mes fleurs préférées,
un détail dont j'étais surpris qu'elle se souvienne encore. « Maman, tu es superbe !» s'exclama Sophie en m'embrassant sur les 2 joues. Son enthousiasme semblait sincère, ce qui me laissa momentanément confus. Il s'est complètement rétabli, apparemment. Marcel, comme toujours, se limita à un hochement de tête et à un baiser lointain. L'appartement a l'air, bien entretenu, commenta-t-il en regardant autour de lui avec un intérêt renouvelé. J'ai servi des entrées dans le salon, du champagne pour eux, de l'eau gazeuse pour moi, sur ordre du médecin. La conversation s'est étonnamment bien déroulée. Sophie semblait plus attentive, plus intéressée. Il a parlé de son travail à l'agence de publicité, d'une éventuelle promotion. Marcel a évoqué des investissements prometteurs, une possible expansion des affaires. Tout semblait si normal, si familier, que cela me faisait presque douter de ce que j'avais entendu à l'hôpital. Cela m'a presque fait remettre en question la décision que j'avais prise. Mais ensuite, alors que nous nous dirigions vers la table du dîner, j'ai aperçu le regard que Sophie a lancé à Marcel alors que je marchais devant lui avec difficulté, m'appuyant sur ma canne. Un regard d'impatience, d'irritation contenue. Le même regard qu'elle avait à l'hôpital lorsqu'elle demandait au médecin « Combien de temps encore ?» Pendant le dîner, j'ai servi le cassoulet que le service traiteur avait délicieusement préparé. « C'est délicieux, maman », dit Sophie après la première bouchée. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas mangé comme ça, en famille. Oui, ça fait un moment, acquiesçai-je doucement. Le temps passe trop vite, n'est-ce pas? Un jour nous sommes jeunes, pleins de rêves et de possibilités, le lendemain, nous sommes vieux, considérés comme un fardeau. Un silence momentané tomba sur la table. Sophie bougea inconfortablement sur son siège. Personne ne te considère comme un fardeau, maman, dit-elle finalement, la voix un peu tendue. C'est juste, eh bien, la vie est bien remplie. Le travail nous prend tellement de temps. Je comprends, répondis-je en leur versant plus de vin. La vie moderne est très exigeante. Nous avons à peine le temps de nous rendre à l'hôpital, n'est-ce pas? Les yeux de Sophie rencontrèrent les miens, un éclair d'appréhension traversant son visage. Maman, à propos de tes hospitalisations? Marcel et moi avons beaucoup réfléchi, et nous pensons qu'il serait judicieux que tu envisages sérieusement une maison de retraite haut de gamme. Nous avons déjà étudié d'excellentes options. Marcel hocha la tête avec enthousiasme. Certains sont comme des hôtels 5 étoiles, Madame Lefebvre. Avec une assistance médicale 24h24, des activités sociales. Et assez loin pour que tu n'aies besoin de me rendre visite que lors d'occasions spéciales, j'imagine, ajoutai-je sereinement. Sophie s'est étouffée avec son vin. Ce n'est rien de tout cela. C'est pour votre bien. Cet appartement est trop grand pour une personne seule, surtout si elle a des problèmes de santé. Et l'entretien coûte cher. Ah, la question financière, répondis-je, comme si je venais de comprendre quelque chose de très profond. Oui, cet endroit doit coûter une petite fortune à entretenir. Surtout quand il pourrait être vendu pour une somme considérable. Marcel visiblement remontait le moral. Exactement. Les biens immobiliers de ce quartier sont très prisés. Un appartement comme celui-ci, avec vue sur le jardin du Luxembourg, pourrait facilement rapporter. Sophie lui lança un regard d'avertissement et il se tut brusquement. En fait, continuai-je en me levant pour aller chercher le dessert à la cuisine, c'est justement de finances dont je voulais te parler ce soir. Quand je suis revenu avec la tarte tatin, l'ambiance était pleine d'impatience. Sophie et Marcel échangèrent des regards complices, cachant à peine leur soudain intérêt. Comme vous le savez, commençai-je en servant de généreuses parts de tarte, j'ai vécu modestement mais confortablement. L'appartement est remboursé depuis des décennies. Mes économies, même si elles ne constituent pas une fortune, sont substantielles. Il y a aussi quelques bijoux de famille, des œuvres d'art, des antiquités. Sophie s'ajusta sur sa chaise, soudain très attentive. Marcel posa sa fourchette, toute son attention concentrée sur moi. J'ai toujours imaginé que je te laisserais tout ça, Sophie. C'est naturel,
n'est-ce pas? Une mère veut garantir l'avenir de sa fille, même après son départ. Maman, nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant, dit Sophie, même si ses yeux pétillaient d'impatience. Tu vas très bien, tu vas vivre encore de nombreuses années. Espérons-le, répondis-je avec un sourire serein. Mais l'âge nous apprend à être pratiques. Et après cette pneumonie, eh bien, j'ai réalisé qu'il était important que tout soit organisé. J'ai bu une gorgée d'eau avant de continuer. C'était le moment auquel je me préparais depuis des semaines. J'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai quitté l'hôpital. À la vie, à la mort, à la famille, à ce qui compte vraiment en fin de compte. Et j'ai pris des décisions. Sophie et Marcel étaient désormais complètement immobiles, tels des prédateurs prêts à bondir. J'ai décidé de vendre l'appartement. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Marcel pouvait à peine contenir un sourire. En fait, continuai-je calmement, il est déjà vendu. Les papiers ont été signés la semaine dernière. Vendu? Sophie a failli crier. Mais comment? Pourquoi? Où vas-tu? Quant à savoir où je vais, répondis-je en ignorant sa première question, j'ai décidé d'utiliser une partie de l'argent pour acheter un petit appartement à Lyon. C'est une ville charmante, tu la connais? Lyon? Marcel avait l'air vraiment confus. Mais tu ne connais personne là-bas? Ah oui, mon amie Élise Dubois habite là-bas. Vous souvenez-vous d'elle, Sophie? Vous jouiez ensemble quand vous étiez enfant. Sa fille, Camille, y habite aussi, avec ses 2 adorables enfants. Sophie avait l'air abasourdie. Mais maman, Lyon est loin. Comment va-t-on? Lui rendre visite? J'ai complété ta phrase. Eh bien, vu la fréquence actuelle de vos visites, j'imagine que Lyon ne fera pas beaucoup de différence. Un silence tendu dominait la pièce. Sophie me regardait comme si j'étais un étranger. Quant à mes économies et à mon patrimoine, continuai-je, j'ai également pris des décisions importantes. La moitié de mes économies sera reversée à la fondation de l'hôpital Saint-Louis, spécifiquement pour la recherche sur les maladies cardiaques. Le reste servira à mes frais de subsistance et éventuellement à financer une bourse de littérature française à la Sorbonne. Marcel pâlit visiblement. Et les antiquités? Les bijoux? Les bijoux de famille ont déjà été envoyés au Musée national des arts décoratifs. Ils seront exposés en permanence, avec notre nom de famille. Une manière de préserver notre histoire, vous ne trouvez pas? Quant au mobilier et aux objets d'art, la plupart m'accompagneront à Lyon. Certains objets spécifiques seront reversés au musée. Sophie se leva brusquement, laissant tomber son verre de vin. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des biens familiaux. Mon héritage. J'ai regardé calmement ma fille, la femme qui avait voulu couper le système de survie pour hâter mon départ et sa prise de possession de mes biens. À l'hôpital, dis-je d'une voix basse mais claire, juste au moment où tu pensais que j'étais inconscient, je t'ai entendu. Sophie se figea, son visage soudain pâle. Je vous ai entendu demander au médecin combien de temps encore. Je vous ai entendu dire qu'il devrait éteindre les machines bientôt, point. Maman, je n'ai jamais, tu as du mal comprendre. Je m'inquiétais de ta souffrance. Balbutia Sophie en jetant un regard désespéré à Marcel, qui avait l'air tout aussi choqué. N'insulte pas mon intelligence, Sophie. Pas maintenant, pas après tout. J'ai aussi entendu Marcel évoquer la vente de l'appartement, alors que j'avais encore du mal à respirer. Je me levai lentement, m'appuyant sur ma canne, mais me sentant plus fort que jamais. Tu voulais me déconnecter de ta vie, mais c'est moi qui ai tout déconnecté. Je t'ai déconnecté de ma vie, de mes décisions, de mon avenir, et de mon héritage. Sophie s'est mise à pleurer, des larmes dont je ne pouvais déterminer si elles étaient dues au remords ou à la frustration de voir ses projets s'effondrer. Je ne fais pas ça pour me venger, continuai-je, ma voix s'adoucissant un peu. Je fais cela parce que, pour la première fois depuis de nombreuses années, je choisis de vivre selon mes propres conditions.
Je choisis de m'entourer de personnes qui valorisent ma présence, pas mon absence. Marcel se leva aussi, le visage déformé par la colère. Vous ne pouvez pas déshériter votre propre fille. Il existe des lois qui protègent les héritiers légitimes. Nous contesterons cela. Souriez sereinement. Monsieur Mercier a assuré que tout a été fait dans la plus stricte légalité. Mais vous êtes libre d'essayer, bien sûr. Les tribunaux adorent les cas où des fils poursuivent des mères âgées pour avoir fait don de leurs biens à des œuvres caritatives. Sophie avait l'air dévastée, alternant sanglots et regards incrédules. Pourquoi, maman? Pour toute une vie de soins, pour quelques instants de faiblesse? Ce n'était pas que des instants, Sophie. Ce furent des années de négligence déguisée en inquiétude. Des années à te regarder attendre anxieusement que je parte. Et tu sais ce qui est pire? Je t'aurais tout donné volontairement si tu m'avais vraiment aimé. Marcel a pris son manteau. Allez, Sophie. Il n'y a rien pour nous ici. Sophie hésita, me regardant toujours avec un mélange de choc et de supplication. Ma nouvelle adresse à Lyon, dis-je en lui tendant une petite carte. Je déménage la semaine prochaine. Si jamais tu veux me rendre visite en tant que fille, pas en tant qu'héritière, je serai heureux de t'accueillir. Sophie prit la carte machinalement, semblant toujours incapable de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Quelques instants plus tard, ils partirent, ne laissant derrière eux que l'arôme du dîner et le bruit de pas précipités dans les escaliers. Je me rassis à table, regardant les plats à moitié mangés, les verres à vin abandonnés. Je n'ai ressenti aucune tristesse, aucun regret. Juste un étrange sentiment d'achèvement, comme fermer un livre dont l'histoire, même si elle n'a pas eu une fin heureuse, s'est terminée exactement comme elle aurait dû. La semaine suivante, j'emménage à Lyon, dans un appartement cosy près du Rhône. Élise m'a accueilli à bras ouverts, tout comme sa fille Camille et ses petits-enfants, qui ont vite commencé à m'appeler « grand-mère Jeanne », remplissant mes journées de rires et de questions curieuses sur Paris. 3 mois se passèrent sans nouvelles de Sophie. Puis un matin de printemps, j'ai reçu une lettre. Simple, bref, manuscrit. Maman, je comprends maintenant ce que j'ai fait. Je ne te demande pas pardon, juste une chance de te reconquérir. Puis-je te rendre visite dimanche prochain? Je viendrai seule. Mon amour, Sophie. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon bureau, près de la fenêtre où je m'assois habituellement et regarde la rivière. L'avenir est incertain, les blessures sont profondes. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes 72 ans, c'est que la vie offre toujours de nouvelles possibilités, même quand on pense que toutes les portes sont fermées. Peut-être que Sophie et moi n'aurons jamais la relation dont je rêvais lorsque je la serrais dans mes bras. Nous ne retrouverons peut-être jamais la confiance brisée. Ou peut-être, juste peut-être, que cette pause était nécessaire pour que nous puissions enfin voir la vérité sur nous-mêmes et sur notre relation. À l'hôpital, j'ai entendu ma fille murmurer pour éteindre mes appareils, mais c'est moi qui ai tout éteint. Pas ma vie, qui s'épanouit désormais avec une nouvelle vigueur, mais les schémas toxiques, les fausses attentes, les liens qui n'étaient tenus que par obligation et par intérêt. J'ai attrapé une feuille de papier et j'ai commencé à écrire ma réponse à Sophie. Quelle que soit l'issue de ce nouveau chapitre, je sais que je vis désormais selon mes propres conditions, non pas comme une vieille femme impuissante attendant la mort, mais comme une femme qui a retrouvé sa force au moment le plus improbable. Et cela, plus que tout héritage matériel, est le véritable héritage que je souhaite laisser. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller, se libérer, recommencer. Chère Sophie, ai-je écrit d'une main ferme, dimanche sera une belle journée pour un nouveau départ. J'attendrai. À 72 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Qu'avez-vous ressenti en écoutant mon histoire? Avez-vous également vécu des moments où vous aviez besoin de reprendre le contrôle de votre propre vie, même lorsque tout le monde pensait que vous étiez déjà au bout du chemin? Partagez avec moi dans les commentaires ce que cette histoire a réveillé en vous. Vos sentiments, vos expériences similaires. Chacun de nous porte une sagesse unique qui mérite d'être entendue. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
C'est votre soutien qui permet de raconter des histoires comme la mienne, des histoires de personnes de notre âge qui ont encore tant à dire et pour lesquelles vivre. Chaque inscription est comme un coup de main tendu à nous tous qui avons plus de 60 ans et qui continuons d'écrire des chapitres importants de notre vie. Jusqu'à notre prochaine histoire. N'oubliez pas, la vie ne s'arrête pas avec l'âge, parfois, c'est à ce moment-là qu'elle commence véritablement. Avec affection, Jeanne.